Salut à toutes et à tous, sacrée partie de manivelle et suspense total aujourd'hui entre Dole et Belfort, 50 km/h de moyenne et un vainqueur suisse, Mauro Schmid. Il a été le plus fort, le plus malin aussi d'un gros groupe d'échappés. L'autre gagnant du jour s'appelle Tom Pidcock, il revient à la 4e place du classement général. Pendant ce temps-là, les Français nombreux à l'avant se sont fait piéger pour la victoire d'étape. On essaiera de comprendre comment et pourquoi. Et pour débriefer cette 13e étape du Tour de France, j'accueille nos spécialistes, les reporters du journal L'Équipe qui vous font vivre la course au quotidien dans leurs articles et dans ce podcast. Bonsoir Thomas Perrotto. Salut Arnaud, salut tout le monde. Bonsoir Julien Chénet. Bonsoir à tous. Et salut à Éloi Touot. Salut tout le monde. Et c'est parti pour le 14e épisode de l'équipe du Tour 2026. Et comme tous les soirs, avant de débattre notre traditionnel tour de table, quelle image retiendrez-vous de cette 13e étape du Tour ? On est impatient, Julien, d'avoir la tienne. Alors j'étais à Saint-Vite pour la fan zone de Romain Grégoire. Saint-Vite, c'est la ville de sa maman qui tient une boutique, elle est opticienne, et donc il y avait des têtes géantes de Romain Grégoire qui étaient disposées le long de la route. Il y avait vraiment du Romain partout. Malheureusement, on l'a pas vu dans le peloton quand il est passé. Il a pu s'échapper ensuite. Bon, il n'y a pas eu le résultat espéré, mais en tout cas, c'est toutes ces têtes géantes là, c'était frappant quoi. J'espère que tu n'as pas volé une pancarte. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. J'espère que tu nous en as ramené une. Mais j'ai hésité. Il y avait un petit qui m'a dit non, je veux pas la garder. Et puis finalement, je me suis ravisé. Et je l'ai laissé quand même. Thomas, ton image du jour. Le petit conciliabule entre Dominique Seriès, le patron de Decathlon CMA-CGM, et Romain Bardet ce matin dans le paddock. Romain Bardet est sur Eurosport en ce moment, mais il est surtout le futur manager sportif de l'équipe. Ça fait 2-3 jours que je le vois traîner autour du bus Decathlon. Ça parle avec le manager, le directeur général délégué, le directeur général. Il prend ses marques. Ça doit parler un petit peu mercato aussi, je pense. Éloi, quelle sera ton image du jour ? Je change, ce n'est pas forcément une image, c'est un chiffre, 50 km/h de moyenne quand même aujourd'hui. Le record avait été battu il y a 2 jours à Nevers, mais c'était une étape de plat. Là aujourd'hui c'était une étape avec quand même une belle montée à la fin. Donc ça roule à fond dans le peloton cette année. Et alors, je me suis même pas posé la question, mais est-ce qu'elle se classe pas dans les 5 ? C'est la 4e étape la plus rapide du Tour de l'histoire. Ça, c'est quand même assez incroyable. On essaiera d'expliquer pourquoi, même si le vent dans le dos a sans doute fait son œuvre aujourd'hui. La Suisse attendait une victoire sur le Tour depuis 6 ans, depuis Marc Hirschi, c'était en 2020 le vainqueur du jour. C'est donc Mauro Schmid, le coureur de Jayco, déjà 2e d'une étape de folie du même type l'an passé à Toulouse. Cette fois, il n'a pas laissé passer son tour en battant sur la ligne à Rolle Terrada. Les 2 hommes étaient partis en bas de la descente du Ballon d'Alsace, à un petit peu plus de 10 km de l'arrivée. Un mot d'abord de ce garçon, ancien champion de Suisse, Éloi, et vainqueur d'une étape donc sur le Giro en 2021. On s'attendait à ce que ce genre de coureur puisse quand même performer sur le Tour de France. J'ai envie de dire enfin, vu le calibre quand même depuis le départ de tous les vainqueurs d'étape. C'est un garçon qui est assez attachant. Voilà, il y a plein de petites anecdotes que j'ai récoltées au bus. Il tient parfaitement sa nationalité. Tout le monde l'appelle la montre suisse. Il est réglé comme une horloge. Et il a été bien réglé aujourd'hui puisqu'il est quand même arrivé premier ici. Non, mais que dire de plus ? Oui, c'est un garçon qui calcule beaucoup tout ce qu'il fait. C'est un amoureux de vélo. Il a fait du VTT plus jeune. Après, il a fait de la route. Après, il a fait du cyclocross et même de la piste aux Jeux à Tokyo. Donc, c'est un touche-à-tout sur le vélo et c'est un vrai amoureux. Thomas. Faire du régionalisme exacerbé. Il est plus suisse-allemand que suisse. Il est dans la province de Zurich et les Suisses, donc il y a les Suisses romans qui sont plutôt côté Genève, côté Haute-Savoie, les Suisses italiens et les Suisses allemands. Et cette rigueur suisse que tu es en train de décrire, c'est vraiment ce côté bernois et zurichois. Et Mauro Schmid, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui essaie de cibler pas mal de périodes dans l'année. On l'avait vu très fort à l'Amstel Gold Race, à la Flèche Wallonne aussi, où il fait 2e derrière Paul Sexas. Paul Sexas qui était sur une autre planète ce jour-là, mais le 2e derrière, c'est Mauro Schmid sur un terrain qui est pas forcément celui qu'il préfère. Et tu parlais aussi, Arnaud, de cette victoire en 2021 au Giro. C'était quasiment un copier-coller de l'étape du jour. Il y avait 2400 de dénivelé positif, une bosse à 30-40 bornes de l'arrivée. Là, c'était à 30 aujourd'hui. Un sprint à 2. Il avait gagné face à Alessandro Covi. Aujourd'hui, c'est face à Terrada. Et les sprints à 2, ça lui réussit plutôt bien, même s'il y a eu une ou deux fois cette année. L'an passé face à Abrahamsen, voilà, une étape copier-coller aussi. Voilà, pareil, il avait perdu. Il y a aussi sur la Muscat Classique, je crois, en début de saison, où il gagne comme ça. Il avait démarré vraiment fort cette saison 2026. Moi, j'avoue que j'avais beaucoup d'attentes autour de ce coureur. On a tous des petites fantaisies où
où on doit choisir des coureurs en début de saison, j'avais mis Mauro Schmid dans la mienne, donc je surveille du coin de l'œil vraiment pas mal ses performances, et le voir gagner aujourd'hui, c'est vraiment une belle surprise, une belle consécration, parce qu'il a pas non plus été gardé par Jayco. Il va sûrement rebondir du côté de Pinarello, une équipe comme Groupama FDJ aussi qui était à fond sur le dossier pendant quelques semaines, qui a bien cru pouvoir l'attirer dans ses filets. Finalement, il va rebondir donc dans une équipe suisse, et voilà, son Tour de France, il est parfaitement réussi. Julien. Oui, j'étais là sur le Tour d'Oman et sur la Muscat classique, et en fait, il disait quand il gagne la Muscat qu'il tenait probablement la forme de sa vie. En fait, il sortait du Tour Down Under et il expliquait que, en fait, pour la première fois, il a passé un hiver sans se blesser, et donc ça lui a permis sans être malade aussi. Voilà, sans être malade. Donc c'est pas de pépin, et il a très bien marché sur le Tour Down Under sans gagner. Je crois qu'il termine sur le podium, 2e ou 3e ou pas loin. Et ensuite, donc il gagne sur la Muscat, il gagne une étape sur le Tour d'Oman à Eastern Mountain, et il se présente même pour la victoire au classement général avant la dernière étape. Bon, il finit par exploser dans Green Mountain parce que c'est un très bon puncher, mais passer, on va dire, 10 minutes, un quart d'heure d'effort, là, il touche un peu ses limites. Et après, il est arrivé sur les Ardennaises, où il avait peur d'être un peu en bout de course, juste après justement ce super début de saison. Et finalement, il enchaîne. Je crois qu'il fait 6e de l'Amstel, 2e de la Flèche. Et il est pas loin du top 10 à Liège, 11e. Donc c'est quelqu'un qui est très polyvalent, qui va relativement vite au sprint. Il avait d'ailleurs sur la Muscat classique, il était arrivé avec Luc Plapp déjà. Ils étaient 3 avec Adam Yates, et Luc Plapp s'était sacrifié pour Mauro Schmid. Et Luc Plapp qu'on a retrouvé dans les C'est le Romain Grégoire suisse. Peut-être, quelque part, je pense. Il a porté le maillot de champion de Suisse, comme Grégoire porte le maillot de champion de France. Mais tu me tournes la perche, évidemment, puisque tu me parles de Luc Plapp. Les Jayco qui ont super bien joué le coup dans cette étape. Il y avait donc Mauro Schmid, il y avait Luc Plapp, il y avait Michael Matthews, il y avait Ben O'Connor. Il y avait un paquet de cartes à jouer dans l'échappée. Alors, faut rappeler, juste pour le contexte, pour ceux qui n'ont pas forcément vu l'étape, on a eu, on va dire en gros une cinquantaine de coureurs 57. qui sont partis à l'avance. 58 même, je crois. Voilà. Bon, il y a débat. Il y a eu un regroupement entre un premier groupe de 38 et un deuxième groupe d'une vingtaine d'unités. Finalement, les deux ont réussi à fusionner, notamment sous l'impulsion de Mats Pedersen. On aura peut-être le temps d'y revenir, mais tout ça pour dire qu'il y avait 4 Jayco, et que c'est vraiment, alors je sais pas qui veut prendre la parole là-dessus, parce que ça a été un modèle quand on les a vus, les Jayco, dans cette échappée, notamment faire ce qu'ils ont fait dans le ballon, en laissant traîner cette épée de Damoclès de Michael Matthews au-dessus de la tête de tous les autres. On se disait, ça va aller au bout, c'est pas possible pour les Jayco. J'ai l'impression qu'ils ont brouillé les cartes, parce que à ce moment-là, on avait l'impression qu'ils imprimaient un faux train pour Matthews, qui pourtant semblait un peu battre de l'aile. Ils l'ont fait. Oui, mais après ils ont quand même accéléré. On a vu ensuite le groupe Matthews qui basculait avec 35 secondes, je crois, au sommet. Et on pouvait se dire devant Plapp et Schmidt, ils vont juste rester dans les roues, faire en sorte que Matthews puisse rentrer, et Matthews va gagner au sprint. Et pas du tout. Ils ont attaqué plusieurs fois dans la descente, donc ils avaient plusieurs cartes à jouer. Et je pensais que Matthews était la principale, mais finalement ils ont joué autrement et ils ont gagné. Éloi. Ils ont joué les bonnes cartes aussi. Bravo à eux. Ils auraient pu être, comme tu l'as dit, être attentistes. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont attaqué plusieurs reprises entre Plapp et Mauro Schmid. Et je trouve que c'est ça. Ils ont joué, et Steve Cummins, le directeur sportif, ils ont joué à la perfection aujourd'hui. Oui. Il a surtout souligné le gros travail de Luc Plapp dans la montée dans le ballon d'Alsace, qui a justement imprimé ce faux rythme qui, je pense, vraiment a trompé tout le monde. Même nous, derrière la télé, on savait pas vraiment pour qui il jouait entre Michael Matthews et Mauro Schmid. Et donc, ils étaient super contents d'avoir joué à la perfection. Thomas. Je me suis arrêté au bus Total Energy parce que Jordan Jegat venait d'arriver, qui fait top 10. Il y avait aussi pas mal de Total Energy dans cette grande échappée. Ils étaient 5. Mais aussi bien Jordan Jegat que Tony Galopin, son directeur sportif, disaient honnêtement, face à Jayco, on pouvait pas faire grand chose. Ils avaient quasiment les 4 peut-être meilleurs de l'échappée, parce que dans le ballon d'Alsace, on a vu que ça marchait très fort pour Ben O'Connor, pour Luc Plapp aussi, et donc Mauro Schmid. Et dans le final, ils ont été parfaits, parce que ils attendaient Matthews, mais en même temps, ils ont lancé une banderie avec Plapp. Et à partir du moment où Schmid est parti, derrière les 3 autres Jayco se sont mis à ne plus trop rouler, un peu filocher, voir ce qui se passait. Ça a créé un faux rythme, et les deux coureurs, donc Schmid et Terrada, sont partis devant. Donc là-dessus, des fois il y a des équipes, on se dit franchement comment ils ont fait pour gagner cette étape alors qu'ils étaient 3 dans l'échappée. Là, honnêtement, pour Jayco, chapeau. Et il faut toujours vulgariser, expliquer pour ceux qui regardent pas forcément le vélo à l'année que vraiment c'est un sport d'équipe. Et aujourd'hui, on a eu une magnifique démonstration, Julien, avec ces Jayco. Vraiment, là, voilà, ça a été un collectif parfait. Non, le cyclisme n'est pas un sport individuel. Oui, et puis je pense que c'est un élément qui a beaucoup pesé dans le final, c'est les UAE, avec Velens et McNulty qui n'ont pas donné un coup de pédale dans l'échappée.
Et Tom Pidcock qui donc a fait la grosse remontée du jour, peut-être qu'on va en reparler. On va en parler. Lui il visait l'étape à 100% dans le final, et en fait le danger à surveiller pour lui c'était les deux UAE parce qu'ils n'ont pas roulé de la journée. Et finalement, il s'est fait piéger à ce moment-là quand Schmitt et Terrada partent à 16 km de l'arrivée. Il n'a pas réagi, il a voulu laisser faire et finalement ça... Les deux partent d'ailleurs un espèce de moment de flottement. Jordan Jagat disait c'est la seule fois où je suis redescendu un peu très bas dans le final, pas pour chercher un bidon mais pour être un peu plus à l'arrière. Et c'est pile ce moment-là où les deux sont partis. Il dit j'ai fait une seule erreur dans la journée, je l'ai faite au pire moment. Alors parmi les très nombreuses échappées du jour, il y avait aussi beaucoup de Français, on l'a dit, parmi lesquels 3 étaient dans le groupe de 10, passés en tête au Ballon d'Alsace, Kevin Vauquelin, Jordan Jagat, Clément Braz-Afonso, mais malgré leurs offensives, ils ont été piégés, on peut le dire, 6e, 7e et 8e de l'étape. Il y a forcément de la déception. Je ne sais pas qui a vu des Français parmi vous. En tout cas, on a ressenti de la déception. Peut-être pas pour Vauquelin, mais à minima pour Jagat. Oui, il y a de la déception. Après, elle est toute relative dans le sens où il y avait un collectif plus fort en face qu'eux. C'est pas faire injure à Total Energy de dire que le quadrette O'Connor, Matthews, Plapp, Schmitt, c'était supérieur à Garnalec, Delbov, Vercher, Broyard aussi, qui étaient là, ils étaient 5. Donc oui, il y a de la déception parce que tout bonnement, il n'y a pas beaucoup d'échappés qui vont au bout dans ce Tour de France. Là, il y en avait une aujourd'hui, il y avait une occasion en or pour ces coureurs-là. Moi, je pense que le plus déçu, ça devrait presque être Kevin Vauquelin, parce que dans le Ballon d'Alsace, c'est aussi un effort qui aurait pu lui correspondre. Je m'imaginais le voir partir assez vite à l'attaque, notamment avec un coureur comme Terrada, parce que c'est de bons grimpeurs. Donc là-dessus, peut-être un peu de déception, mais ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Éloi ? Non, je pense effectivement il y aura plus de déception du côté de Kevin Vauquelin. Il a dit après la course qu'il allait revisionner 50 fois la fin de l'étape pour savoir ce qu'il a manqué. Effectivement, il est tombé face à un collectif bien meilleur, mais comme tu l'as dit Thomas, les opportunités elles sont pas si nombreuses que ça sur ce Tour de France. Et donc il y a de quoi s'en mordre les doigts. Qu'est-ce qu'il a manqué justement aux Français, en particulier à Kevin Vauquelin, selon toi, Julien ? Après, c'est un peu la loterie dans le final. Ce qui a pesé aussi, c'est que Jayco, ils étaient en surnom, ils étaient 2. UAE, ils étaient 2. Je sais pas s'il y avait d'autres équipes dans ce cas. Je crois que c'était les seuls. Dans ce groupe de 10 en tout cas. Donc forcément, tu te retrouves en sous-nombre, c'est un désavantage. Après, ce qui est positif avec Vauquelin, c'est qu'il retrouve ses jambes quand même, mais c'était quand même une échappée très particulière, 57. Les regrets, pour arriver à gagner dans ce genre de situation, c'est quand même compliqué. Et pour revenir au total, je vois pas dans quel scénario ils auraient pu gagner aujourd'hui non plus, parce que ils ont pas non plus ces coureurs-là, c'est des bons grimpeurs, des bons punchers, mais au sprint, face à des Schmitt ou d'autres profils, je pense qu'ils auraient eu quand même des difficultés à gagner. C'est aussi pour expliquer, parce que voilà, ceux qui nous écoutent et encore une fois qui ne sont habitués à regarder que le Tour de France, qui ne regardent pas le cyclisme le reste de l'année, ils vont se dire ah ouais, mais les Français, ils étaient encore là finalement, pourquoi ils n'y ont pas été à ce moment-là, c'était pas possible. On n'aura pas. Ils étaient, mais ils n'y ont pas été dans le final. Voilà, on entend et en discutant un petit peu à droite à gauche avec des gens, on entend la déception. En tout cas, on écoute la déception. Je peux entendre la déception. Après, honnêtement, si on regarde la composition de l'échappée, si on regarde le scénario du final, les Français sont là dans l'échappée. Les Français sont là dans le final, mais les Français, c'était pas les plus forts aujourd'hui. Ils sont simplement tombés sur meilleur qu'eux. Petit regret peut-être dans ce final où Kevin Vauquelin à un moment déclenche avec Jordan Jagat. Peut-être un peu tard. Un peu tard, sachant que c'est 2 partenaires d'entraînement qui se connaissent très bien, qui sont potes. On a tout de suite vu que Jagat était allé relayer Kevin Vauquelin. En démarrant un tout petit peu avant, sachant que Schmitt et Terrada se sont un poil regardés à un moment à 800-900 mètres de la ligne. Peut-être qu'ils auraient pu revenir dessus. C'est peut-être le regret, mais sinon, encore une fois, ils sont tombés sur plus fort. Mais idem, je peux comprendre la déception, mais on a vu les Français dans le Ballon d'Alsace. Jagat a attaqué, Vauquelin a attaqué. Ils ont tenté. Je veux dire, ils n'ont pas rien fait. Ils ont pesé. Exactement. Et je pense que Jagat, je trouvais plutôt assez fort quand même. Il a fait mal. Il a réussi quand même à suivre de nombreuses attaques, notamment celle de Pidcock, qui je pense était le plus fort dans cette montée. Ils ont existé et ça donne aussi des perspectives pour les autres étapes. Je n'en démords pas, ils étaient 57 et pas 58, Éloi. Et mal ils étaient 12 Français, et donc 12 sur 57, c'est quoi ? C'est un 5e, et dans le final, ils sont un tiers de l'échappée représenté par des Français. Donc on ne peut pas leur reprocher de pas avoir été là, et en plus ils ont pesé pour la victoire. Mais ça, c'est pas tombé du bon côté. Là. J'ai parlé de Vauquelin, j'ai parlé de Jagat, j'ai parlé de Braz-Afonso. Parlons aussi de Romain Grégoire, parce qu'il était dans l'échappée, puisque c'était ton image du jour tout à l'heure. Julien, finalement, ça a été un petit peu dur pour lui dans le Ballon
d'Alsace, il devra attendre pour réaliser son deuxième rêve après avoir été champion de France, celui de gagner une étape sur le Tour. Et je crois qu'il va devoir attendre un an de plus. Enfin, c'est même lui qui le dit. Il parle de miracle. Il faudrait un miracle si je veux gagner une étape cette année. Il voit qu'il a pas les jambes. Il a récupéré quand même visiblement de sa déshydratation début de tour qui lui a fait perdre jusqu'à 2 kilos quand même en première semaine. Mais voilà, il a pu constater. Il a basculé à 2 minutes au sommet du Ballon d'Alsace. Sa place, elle est à minima dans le groupe Matthews. Je pense que quoi qu'il arrive, s'il avait la forme ou pas, c'était un peu trop difficile pour moi la fin. Tu fais une moue, mais pour moi, je pense pas qu'il aurait basculé avec les meilleurs en haut. Je pense qu'il est à sa place sur ce Tour de France, même s'il est moins bien, moins en forme. Je trouve très dur. Il fait top 10 sur les 3 Ardennaises. Sur le Tour, sur le Tour, je parle. Sur le Tour. Sur le Tour, il est à sa place. Je pense qu'il pouvait pas faire plus que ça aujourd'hui. Non, je pense qu'il est clairement en dessous de son niveau. Il a dit il a pas les jambes et un Romain Grégoire qui a son top sur les Ardennaises ou là à minima il doit être dans le deuxième groupe, voire même dans le premier groupe. Il travaille plus vraiment les efforts longs. C'était quelqu'un qui était très polyvalent au début de sa carrière. Il a chez les juniors, il faisait partie des tout meilleurs grimpeurs. Après, il a fait le choix avec son entraîneur Maxime Latourte de se focaliser plutôt sur les efforts explosifs pour justement être en capacité de gagner, plutôt qu'à vouloir absolument chercher à basculer dans le top 20 des meilleurs grimpeurs sur des courses de montagne, mais plutôt chercher la victoire. Mais je pense que là, le Ballon d'Alsace, il touchait pas vraiment sa limite. Thomas, est-ce que tu restes confiant quant à la capacité d'un Français à aller chercher une étape d'ici la fin du Tour? Parce que là, il va y avoir le chrono, il va y avoir 2 grosses étapes de montagne ce week-end, il y aura 3 grosses étapes de montagne la semaine prochaine, il reste peut-être Champagnol, Voiron, c'est ça? Champagnol-Voiron, je crois. Dimanche et Champagnol, plateau de Solaison. Je confonds avec Chambéry. Chambéry-Voiron. Voilà, Semaine Chambéry-Voiron. prochaine. Mercredi peut-être. Je ne reste pas confiant, non, mais pour moi, c'est ce que j'avais dit, je crois, sur la journée de repos. La seule opportunité, ce serait un Paul Sexas qui arrive dans le groupe avec Pogacar et Vingegaard qui se marque ou qui laisse partir le Français parce que c'est tout beau aussi d'avoir un Français qui gagne. Pour moi, c'est la seule opportunité pour un Français de gagner. On avait parlé éventuellement de Dorian Godon à Voiron dans un sprint en petit comité. Vu l'état physique de Dorian Godon aujourd'hui, on peut faire une croix dessus. Très bien. Dans cette étape, on n'a encore pas débranché une seule seconde, 50 km/h de moyenne avec un vent favorable, mais quand même des coureurs qui ont tout donné. Même Pogacar l'a dit, c'était une journée très difficile. Alors je sais pas s'il faut le croire ou pas, mais en tout cas, il l'a dit, il a aussi dit, puisque c'est l'un des faits du jour, la remontée de Tom Pidcock au classement général. Il faudra bien sûr le surveiller. Le Britannique faisait lui aussi partie de l'échappée. Il remonte ce soir à la 4e place donc du général, devant Ayuso, devant Paul Sexas. Justement, c'est le grand gagnant de la journée. Je sais pas qui veut s'exprimer là-dessus. C'est une question, Julien. Est-ce que c'est le grand gagnant de la journée finalement, Tom Pidcock, l'air de rien? C'est le grand gagnant, mais lui, il voulait surtout gagner l'étape et C'est pas le grand gagnant. donc c'est pas le grand gagnant. On lui a posé la question en zone mixte, est-ce qu'il était plutôt déçu d'avoir manqué la victoire d'étape ou plutôt satisfait d'être remonté? Il a dit les deux. Et son manager Douglas Ryder chez Pinarello disait aussi que voilà, Tom c'est un ambitieux, il vise que la victoire, mais évidemment, ils étaient très très satisfaits de cette remontée. Après, il a vraiment joué dans le final pour la victoire d'étape. À aucun moment, il s'est dit il faut que je roule un max dans le groupe de tête pour assurer ma remontée sur un podium. Éloi? Le grand gagnant d'un point de vue chronométrique, mais je pense qu'il n'inquiète pas forcément les leaders du classement général. Je crois qu'il y a vraiment que Bahreïn qui a roulé un peu en tête du peloton. Lidl aussi. Mais par exemple, Decathlon n'a pas du tout roulé aujourd'hui et je trouve que ça traduit quelque chose. C'est une confiance du côté de Paul Sexas. On n'est pas inquiet de voir un Pidcock revenir à la 4e place. Donc ça montre aussi, je pense, que ça aurait été une petite faiblesse de Decathlon de rouler aujourd'hui et exactement. Ça veut dire... D'ailleurs, les autres équipes, notamment Lidl, je crois que c'est Red Bull et Bahreïn, sont venus demander à Decathlon de leur donner un coup de main. Decathlon a dit non. Faites ce que vous voulez, mais nous, on n'a pas roulé. Juste un petit mot sur du coup Tom Pidcock qui ne parvient pas à prendre l'étape. Moi, j'étais un petit peu surpris à titre personnel. Je pensais qu'il allait pouvoir faire la différence soit dans la montée, soit dans la descente ultra technique du ballon. Ouais, bon, pourtant c'était quand même censé être technique. Hein. C'était censé être le côté le plus technique, mais toujours est-il que dans la montée, il a tenté. Tom Pidcock, il n'y est pas arrivé. Moi, j'étais assez surpris. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, mais encore une fois, le reste du matériel dans cette échappée avait les moyens de rivaliser avec lui. C'était pas une échappée de 6-7 coureurs où Tom Pidcock aurait pu partir tout seul et faire la descente. Finalement, il y avait tellement de monde que même s'il avait pris une dizaine de secondes d'avance dans la descente, il y avait quand même un peu de plat derrière et un groupe derrière d'une quinzaine d'éléments serait revenu sur lui. Julien?
Oui, après, on lui a posé la question, est-ce qu'il se sent en capacité de jouer un podium maintenant qu'il en est tout proche? Donc au classement général. Au classement général, pardon. Qu'il a eu sur la Vuelta l'an dernier. Oui, tout à fait. Donc la question peut se poser, même si c'était pas du tout la même adversité sur le Tour d'Espagne, bien sûr. Mais en fait, le chrono, la perspective du chrono, il l'effraie. Il sait qu'il va perdre beaucoup de temps, donc il se fait pas trop d'illusions. Mais après, bon, on sait jamais. En dernière semaine, voilà, il peut s'accrocher, peut-être une 6e, 7e place, mais plus haut, ça me semble difficile. Oui, et puis il aura probablement lâché des forces aujourd'hui. Éloi, il peut y avoir un petit effet boomerang, on va dire, pour Tom Pidcock. Ah oui, je pense qu'il faudra voir ce que ça donne demain et surtout après-demain au plateau de Solaison. Une étape avec cette allure-là à 50 km/h, c'est jamais anodin pour récupérer derrière. Mais voilà, je voulais revenir sur ce que tu as dit. Moi aussi, je pensais vraiment que si l'échappée arrivait groupée, pour moi, c'était aussi le plus fort au sprint de ce groupe-là. Et puis forcément, il était épinglé par toutes les échappées. Souvent, quand quelqu'un attaquait, personne l'a vraiment laissé aussi prendre du large parce qu'on savait qu'il y avait une descente qui est finalement un peu moins technique que prévu et qu'au sprint, il est très fort. Donc personne lui a laissé aussi vraiment beaucoup de marge à l'avant. On referme le chapitre Pidcock. Juste un tout dernier mot avant de vous laisser filer. Un mot de Dorian Godon, puisque tu en as parlé, notamment dans la perspective de l'étape de Voiron. Comment va-t-il? Parce qu'on s'est demandé hier s'il reprendrait la route aujourd'hui, Thomas. On l'a vu déjà dans le dur ce matin pour descendre de son car, aller jusque sur son vélo. Après, je pense que c'est moins douloureux étrangement d'être sur le vélo que de marcher pour son dos. Pendant l'étape, on l'a vu 2-3 fois redescendre assez bas dans le peloton. Je crois même qu'il est passé par la voiture médicale à un moment. Et Pierre Mingeot l'a croisé ce soir en allant au bus et il disait que voilà, il avait l'air très très marqué. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci Thomas, merci Julien, merci Éloi. Je vous laisse filer donc et moi je vous parle tout de suite de la 14e étape du Tour de France. Samedi 18 juillet, le peloton va retrouver une étape 100% montagne entre Mulhouse et le Markstein, un parcours de 155 km à travers les départements du Haut-Rhin, des Vosges et du territoire de Belfort. 3800 mètres de dénivelé positif au programme et 4 difficultés répertoriées. Il y aura d'abord le Grand Ballon, 21 km 500 à 4,8% de pente moyenne, ascension de première catégorie qui amènera les coureurs sur le plateau du Markstein avec un premier passage sur la ligne d'arrivée après 44 km de course. Les coureurs devront ensuite franchir le col du Page, classé en deuxième catégorie, 9 km 800 à 4,7%, puis emprunteront ensuite le Ballon d'Alsace, première catégorie, pour la deuxième fois en 2 jours. Au sommet, il restera alors 61 km à parcourir, avec d'abord le franchissement du col du Hunsdruck, col non répertorié, puis l'inédite ascension du col du Hag, 11 km 200 à 7,3% de pente moyenne, un col très irrégulier, classé en première catégorie et qui mènera le peloton à nouveau vers le Markstein. Cette étape au format court et intense devrait convenir à merveille aux protagonistes du classement général qui, à n'en pas douter, se livreront bataille comme ils l'avaient fait il y a 3 ans sur un parcours vosgien assez similaire. Une échappée parviendra-t-elle malgré tout à tenir en respect le peloton? Tadej Pogačar voudra-t-il ajouter une 4e victoire à sa collection sur ce Tour 2026? Les outsiders comme Paul Sexas, Remco Evenepoel ou encore Jonas Vingegaard arriveront-ils à le faire déjouer? Réponse samedi vers 17h30 et nous on se retrouvera juste après pour un nouvel épisode de l'équipe du Tour, un podcast réalisé par Mathieu Roclago, disponible sur l'appli L'équipe et sur toutes les plateformes de podcast. À demain.